Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Christine Bouillot. Et on est ravis de vous avoir avec nous jusqu'à 10h. On va tenter de se mettre d'accord en cette veille de week-end de Pâques, week-end prolongé. On s'installe tranquillement et on salue nos débatteurs du jour qui sont là aujourd'hui. Baptiste Ménard, bonjour Baptiste. Bonjour. Maire adjoint de Mont-Saint-Barthélemy et membre du bureau national du Parti Socialiste. Il s'en est passé des choses encore ces derniers jours. Pas On n'est pas en reste. Clément Tougeron, bonjour Clément. Bonjour Christine. Analyste politique communicant au sein du cabinet Tilder, Alexandre Malafaille, bonjour Alexandre. Bonjour Christine. Président du think tank Sinopia et Jean-Luc Benamias qui est avec nous. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Christine. Membre Bonjour à vous tous. de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Alors, on va revenir sur cette 11e journée de mobilisation hier. Un mouvement qui marque le pas, qui s'essouffle en attendant quoi? Le Conseil constitutionnel. Est-ce la seule raison? On va en débattre tous ensemble. La petite phrase d'Elisabeth Borne ce matin dans les colonnes du Monde. La Première ministre qui veut, dit-elle, une période de convalescence et ne pas humilier les syndicats. Est-ce le début d'une rupture avec la tête de l'exécutif Emmanuel Macron qui lui est toujours en Chine? Les Verts qui ratent le coche, ils n'ont pas réussi à faire interdire le vol des jets privés, mais le gouvernement leur répond en disant qu'il souhaite une contribution supplémentaire pour ce mode de transport. Est-ce que c'est un pas de deux? Et puis le fiasco de la politique énergétique française, si on a le temps, ce rapport remis hier. Après ces auditions parlementaires, peut-on encore rattraper un tant soit peu les choses? Allez, on va débattre de tout cela avec vous également au 0826 300 300, mais également sur les réseaux sociaux. Mais on va commencer par les coups de cœur et les coups de gueule. Alors moi, je rejoins Alexandre avec cette histoire de titre d'identité. Enfin, obtenir un nouveau passeport, une nouvelle carte d'identité, un nouveau permis relève du parcours du combattant. Relève toujours et encore du parcours du combattant. C'est hallucinant. Ça fait maintenant 2 ans que ça dure. Ça est apparu pendant la crise sanitaire avec toute la désorganisation qu'a pu entraîner le Covid dans les différentes administrations et puis le retard qui a été pris par les Français finalement à renouveler leur titre parce qu'on ne voyageait plus. Et donc de fait tout d'un coup il a fallu repartir et donc chacun a présenté sa demande de renouvellement et il y avait un accumulement très fort. Donc accumulation très fort pardon. Donc de fait la machine n'a pas suivi parce qu'en fait on a géré la machinerie qui va s'occuper des titres de séjour, comme on a géré l'hôpital, tout ça c'était le New Politic Management, oui. New Public Management, c'est-à-dire flux tendu, voilà, donc on est incapable de faire face aux aléas. Et depuis on n'arrive pas à s'en sortir. Et c'est Kafka, c'est-à-dire que on a découvert, là Darmanin a tapé sur la table, en fait que chaque mairie a son propre logiciel, qu'il n'y a pas de coordination entre les systèmes. On a découvert aussi là, parce qu'il y a un décret qui interdit aux agents intercommunaux de faire le relevé d'empreintes. Donc dans les mairies, là où il y a des agents intercommunaux, on ne peut pas faire le job. Ouais. Donc ça s'accumule et ça fait 2 ans que ça dure. Et ça, ce qui est choquant, c'est qu'en fait, c'est pas très compliqué de régler un truc comme ça. Il faut juste à un moment donné qu'il y ait une vraie volonté, qu'on prenne des bonnes décisions au bon moment. Mais comment ils font les autres? Enfin moi, je donne un exemple. Vous allez en Espagne, en 24 heures, vous avez un passeport. Mais parce que les procédures sont plus allégées, plus simples, que c'est clair, qu'on sait comment on fait, qu'il n'y a pas 25 types de procédures, qu'il n'y a pas 25 administrations qui rentrent en ligne de compte. C'est beaucoup plus simplifié. Et c'est surtout en fait le fait que il n'y a pas la volonté de régler le problème en tapant du poing sur la table une bonne fois pour toutes dès le départ. Et pourquoi? Parce qu'en fait, dans ce pays, on continue à vivre de manière féodale. Ceux qui sont aux affaires n'ont pas ce type de problème. Parce qu'évidemment, il existe des procédures particulières qui permettent de contourner le problème et de faire en sorte que quand vous êtes un élu de la République, quand vous êtes un maire, quand vous êtes concerné effectivement par le renouvellement de titre de séjour, vous passez en priorité. Et ben ça explique une grande partie du problème. Ils ne sont pas concernés par ce qui nous arrive et c'est insupportable. Baptiste, est-ce qu'on peut aller à la mairie de Mont-Saint-Barthélemy pour faire son passeport plus vite? Oui, alors j'étais d'accord avec le début de votre intervention. Ouais. Sur la fin, je souscris pas. Bon, moi je suis élu dans ma commune, j'ai moi-même dû refaire ma carte d'identité et j'ai eu les mêmes délais que tout le monde. Parce que vous avez suivi la filière normale, mais moi j'ai des exemples très précis de gens qui sont passés à travers. Bon, je sais pas. Je pense qu'il faut effectivement. Je pense que ce ne sont pas des délais qui sont acceptables, qui sont tolérables. En plus, chaque année, au même moment, il y a les mêmes problèmes puisqu'on sait que les gens, qui en ont les moyens, ça il faut bien le dire quand même, partent à l'étranger, ont besoin d'un passeport et c'est vrai que c'est pas possible. Mais il n'y a pas que le passeport, Baptiste. Il n'y a pas qu'une question de voyage et de moyens. Il y a des gens qui ont besoin, des jeunes, qui ont besoin de refaire une carte d'identité, qui ont besoin pour passer leurs examens. Pour aller faire leurs études à l'étranger. Non, mais bien sûr, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des périodes où on sait que c'est plus difficile qu'à d'autres. Ça n'a jamais été comme ça. Non, ça n'a jamais été comme ça, mais c'est comme ça maintenant depuis plusieurs mois. Sur la Haute-Garonne, où je vis, c'est délai au mois fin août.
Ouais, non, mais c'est pas acceptable. Pour un rendez-vous. Mais ça dit beaucoup de l'état de délabrement de nos services publics. Moi, je le dis à chaque fois. Est-ce qu'il n'y a pas une simplification à avoir aussi, quelque part, comme vous dites, Alexandre? Ah, mais c'est clair. Enfin, en tout cas, c'est pas admissible que ce soit aussi compliqué, aussi long, et que ça traîne depuis 2 ans. Là encore, on ne se met pas à la place des gens dans ce pays. Et après, ce qui explique après le rejet, non seulement de la politique, mais du système. Tout ça entretient effectivement un climat délétère. Et c'est un exemple parmi tellement d'autres. Donc s'il y avait que ça, à la limite, on dirait bon, on peut faire avec, mais c'est pas que ça. Allez, on continue avec Jean-Luc Benamias. Jean-Luc, sur ça d'ailleurs, Jean-Luc, est-ce qu'on un petit commentaire facile du côté de Marseille? J'ai plusieurs exemples dans les Bouches-du-Rhône où une amie à moi a été obligée d'aller faire ses papiers à 100 km. Voilà, le tourisme de papier d'identité. L'annonce qui lui a été faite, c'est il y a de la place 3 mois plus tard, mais à 100 km. Voilà, c'est des exemples assez... dans une autre mairie, dans une autre ville, quasiment dans un autre département. Ah ouais, c'est ça s'appelle du tourisme autour de tout ça. Jean-Luc, je vous donne la parole. Justement, vous la gardez. C'est gentil. C'est un coup de gueule sur les déclarations de M. Darmanin par rapport à la Ligue des droits de l'homme, qu'il a faite au Sénat sous une réponse à un sénateur républicain. Sa réponse, c'est la LDH, on va quand même vérifier quelles sont ses finances et quelles sont ses finances publiques. Je rappelle juste que la LDH a été créée en 1898 lors de l'affaire Dreyfus, qu'elle a joué un rôle essentiel dans la réhabilitation de M. Dreyfus, et que la seule fois où un État français s'est attaqué à la LDH, c'est sous Pétain, où la LDH avait été interdite. Ces attaques contre une organisation non violente, une organisation qui s'occupe des droits humains et qui défend les droits humains, quels qu'ils soient, est absolument inacceptable. On est dans un cadre où effectivement, il y a beaucoup de choses à défendre, dans le cadre non violent, dans le cadre de la défense des citoyens et des citoyennes, dans le cadre de la défense des droits de manifester de manière calme, sans être attaqué directement par une partie des forces de police. Voilà, ça dépasse l'entendement quelque part. C'est comme si la République française ou un ministre de la République française s'attaquait à Amnesty International, s'attaquait à la CIMAD. C'est totalement inacceptable. Alors on va faire circuler la parole autour de ça. Je vous rappelle, et si vous voulez réécouter, le président de la Ligue des droits de l'homme était hier chez Jean-Jacques Bourdin. On est revenu avec Jean-Jacques Bourdin et le président de la LDH sur ces propos de Gérald Darmanin. Et le président de la LDH dit tout simplement que c'est une menace voilée, tout simplement contre la Ligue des droits de l'homme. On va faire circuler la parole autour de ces propos. La question qu'on se pose, c'est pourquoi cette stratégie aujourd'hui de s'en prendre à la Ligue des droits de l'homme, en tous les cas à son fonctionnement, à sa façon d'être financé. Quelle est la stratégie du ministre de l'Intérieur derrière tout ça? On s'arrête un court instant, on marque une pause et on se retrouve juste après pour en parler tous ensemble. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Christine Bouillot. En compagnie de Jean-Luc Benamias, Baptiste Ménard, Clément Tougeron, Alexandre Malafaille, on en était au coup de gueule de Jean-Luc Benamias après les propos de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui s'en prend donc à la Ligue des droits de l'homme. Alors, on voulait simplement essayer d'en parler tous ensemble. Quelle était la stratégie, Clément? Comment comprendre cette attaque? Effectivement, le président de la LDH était sur Sud Radio avec Jean-Jacques Bourdin hier. Il dit c'est une menace voilée contre la Ligue des droits de l'homme. Oui, j'entends ça. Jean-Luc aussi est obligé de le reconnaître. Il a répondu à une question d'un sénateur qui était bien plus violente que la réponse de Gérald Darmanin. Jean-Luc, vous l'avez entendu, la question. La question, c'est quelle est la cohérence entre un État qui finance intégralement la Ligue des droits de l'homme et qui, il a dit oui, le président aujourd'hui s'en mord les doigts. Donc, il y a le sujet de la question. Après, la réponse du ministre de l'Intérieur, en effet, n'est pas acceptable, mais il y a aussi la question qu'il faut déjà souligner. Il n'y a pas que le ministre de l'Intérieur. Après, mais j'en ai parlé, Je l'ai dit. Oui, il l'a dit.
Je sais, vous l'avez dit, mais je souligne juste que je trouve que la question du sénateur est plus violente que la réponse du ministre. Là où le ministre, alors là c'est sur la Ligue des droits de l'homme, et en effet c'est un sujet très particulier. Mais la question du financement des associations d'ordre général sur, par l'État, je pense est une question qu'il ne faut pas se dire oui on la met sous le tapis. Non, il y a des questions du financement. Marianne a souligné par exemple un documentaire, enfin une interview et ensuite une enquête sur le fonds Marianne justement de Marlène Schiappa et en disant il y a de l'argent qui s'est évaporé, qu'on puisse enquêter dessus. Je trouve ça intéressant et important. Mais c'est une obligation. Mais en effet, c'est une obligation de l'État. Donc voilà. Après, moi je dis juste que la question, et moi, me choque plus que la réponse du ministre. Baptiste, sur ça, quelle est la stratégie? Pourquoi maintenant? Je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que c'est pas la première fois que Gérald Darmanin s'en prend à la Ligue des droits de l'homme. Nous, on le connaît bien à Tourcoing. Il l'a déjà fait de par le passé. Je ne comprends pas cette stratégie de toujours mettre à l'index, de dénoncer des acteurs associatifs dont, quand même, enfin, pour ce qui s'agit de la Ligue des droits de l'homme, chacun sait les actions très importantes qu'elle mène dans de nombreux domaines et combien elle est importante. Donc, franchement, je m'interroge. Mais en tout cas, moi, je rejoins totalement le coup de gueule de Jean-Luc Benamias sur le sujet. Je crois qu'un ministre de l'Intérieur ne devrait pas dire ça. Ouais. Oui, moi je suis assez effondré en fait quand je vois les réponses de type institutionnel, parce que finalement ils représentent l'institution républicaine qui est aux affaires, qui gouverne. Et c'est vrai que cette stratégie qui est très très régulièrement pratiquée par le président, qui consiste à mettre de l'huile sur le feu alors qu'on n'en demande pas tant, quoi. Il y a peut-être des réponses à apporter qui sont peut-être des réponses plus apaisées, me paraît surprenante. Comme s'il y avait une espèce de décalage permanent entre les gens qui sont dans le cockpit de l'avion et qui commandent et qui se rendent pas compte que derrière les passagers quand même sont perturbés, quoi. Et qu'ils ont plutôt besoin qu'on envoie des signaux d'apaisement que des signaux qui vont encore un peu radicaliser certains. Alors il y a peut-être un problème, hein. Après il a peut-être des informations qu'on n'a pas, mais dans ces cas-là qui s'y prennent autrement, parce que sinon ça crée une polémique de plus dans un contexte où franchement on n'a pas besoin de ça, quoi. Oui, complètement d'accord. Complètement d'accord. À un moment, c'est en effet s'il y avait un problème, qu'ils le disent clairement et en disant voilà, nous on a souligné ça, et c'est pour telle raison que je dis cela. Mais en effet, de mettre de l'huile sur les feux là où on n'a pas vraiment besoin de le faire, c'est encore plus, à chaque fois, une petite phrase, et une situation qui devient de plus en plus problématique. Allez, Jean-Baptiste, Jean-Luc, pardon. Oui. Une des raisons, sans doute, de cette question posée par un sénateur républicain et la réponse de M. Darmanin, c'est de voir le rôle que joue parfois la Ligue des droits de l'homme quand elle observe les manifestations. Et quand elle observe les manifestations, elle observe aussi bien les manifestants que les forces de police. Ce qui s'est passé à Soline, on ne va pas y revenir longuement, mais ce qui s'est passé à Soline, où c'est des délégués observateurs de la Ligue des droits de l'homme qui ont répercuté quelques heures après la façon extrêmement délicate, extrêmement difficile, pour que les forces de santé publique, ambulances et autres, aient pu intervenir par rapport aux blessés graves. Et donc je ne peux pas oublier de penser que à ce niveau-là, ça a agacé M. Darmanin. Après, juste une réponse rapide. Sur le financement de la Ligue des droits de l'homme, 70% du financement est financé par les adhérents et par des gens au niveau local. 30% est financé par des fonds publics, que ce soit des fonds locaux ou des fonds nationaux. La Ligue des droits de l'homme est une organisation de plusieurs milliers de membres qui vit sur ses propres fonds, en grande partie. Donc, se poser la question de savoir comment sont financées les associations dans le pays, attention, hein, le mélange avec cette histoire de l'affaire lancée par l'hebdomadaire Marianne sur les fonds dit Samuel Paty est une toute autre affaire. Une toute autre discussion possible. Je n'ai pas dit que vous étiez en cause dans cette affaire-là. Mais à partir du moment où il y a 1%, même 1% de financement public, c'est normal et c'est juste le droit que l'État, à chaque fois, contrôle les dépenses. C'est tout à fait légitime. Et même si c'est 30% pour la Ligue des droits de l'homme. Darmanin ne dit pas qu'il veut surveiller les dépenses, savoir comment c'est utilisé. Il interroge les financements. Il interroge les financements purs. C'est bien différent. Non, c'est bien différent. Non, il interroge sur les financements publics. Oui.
Il dit pas, je remets en cause les 70% de financement. Dieu merci. Il répond, mais oui, mais c'est normal qu'un... Non, attendez. Sur une association, à partir du moment où une association a des fonds publics, je pense que n'importe quel citoyen aimerait savoir précisément si cet argent est utilisé à bon escient de qualité. Qui est une étude dessus, c'est normal, c'est légitime. Mais toute association doit rendre des comptes chaque année. Oui, ça c'est une obligation légale. Et donc voilà. Mais ce n'est pas ce que quel est le problème qu'un ministre dise à un moment, juste... C'est quand même le ministre de l'Intérieur. Le sujet. Oui, c'est le ministre de l'Intérieur, mais il n'a pas dit je vais foutre en taulle toutes les personnes qui sont à la Ligue des droits de l'homme. Il n'a pas dit je vais supprimer les subventions. Enfin, Jean-Luc, là-dessus, vous êtes obligé de reconnaître. Je comprends et j'entends complètement que, pour la Ligue des droits de l'homme, ça soit perçu comme une attaque voilée. Et je le comprends complètement là-dessus. Mais à un moment, il est aussi dans son rôle de dire... Regardons juste les financements publics. Jean-Luc, petite couche, puis on va changer de sujet. Ouais. Il s'est aussi posé des questions sur la défenseuse des droits. De la même manière, il y a à ce niveau-là des attaques frontales contre les gens, les personnes, les associations, des institutions de la République française qui défendent les droits humains, les droits individuels et le droit de manifester dans ce pays de manière non violente, sans subir des attaques frontales par rapport à une partie, je dis bien une partie, des forces de l'ordre. Oui, enfin, hier, il y avait sur France 2, hier, un excellent complément d'enquête. Tout à fait, on va dire neutre, qui posait les questions et qui demandait les réponses. J'appelle tout le monde à regarder ce complément d'enquête. Jean-Luc, juste un commentaire sur Soline quand même. Je peux comprendre ou admettre, et j'ai vu des images, qu'il y a un peu de réponse, on va dire, brutale qui a été apportée dans le cadre de ce qu'on appelle aussi la violence légitime, les violences d'État, qui a le droit d'utiliser la force pour à un moment donné défendre ce qu'elle considère comme étant devoir être défendu. De l'autre côté, pardon, mais il y avait quand même une palanquée de gens qui sont venus pour en découdre. Quand on voit les tenues de combat, voilà. Non, mais je veux dire qu'après il faut pas s'étonner. Enfin, tout à l'heure tu citais les problématiques de secours. Il y avait vraiment une situation de quasi-guerre sur place et voulue quand même par un des deux camps qui est venu pour en découdre. Allez, on va apaiser le débat avec un autre sujet. Je suis pas sûre avec vous, Clément, sur donc la première manifestation de la nouvelle patronne de la CGT, Sophie Binet, et qui a donc hier en tête de cortège été interrogée par nos confrères de la presse et notamment par CNews, et elle ne veut pas s'exprimer sur CNews. Exactement. Sophie Binet donc a été élue elle a été même plébiscitée par la commission exécutive à près de 90%, et elle a été élue donc à 61 voix contre 11. Comme vous le savez, la CGT a depuis plusieurs années perdu sa première place de syndicat, et Philippe Martinez a été dans une situation où la CFDT a pris de plus en plus de puissance en général, recoller les morceaux. Ouais. Sophie Binet donc a été élue récemment, là où à la base Marie Buisson devait accéder à la tête de la centrale, mais le fait que le rapport d'activité de Philippe Martinez ait été rejeté le 28 mars dernier a propulsé Sophie Binet à sa place. De plus en plus, je trouve qu'elle imprime sa marque concrètement et de manière extrêmement forte, notamment là sur cette manifestation où elle dit clairement quelle est sa position par rapport à CNews. On va écouter l'extrait parce que peut-être que tout le monde ne l'a pas en oreille, comme on dit. Elle va changer la donne parce que elle montre que non mais moi je souhaite pas répondre à CNews. Et pourquoi ? Parce que en fait je vais pas sur vos plateaux. Oui, mais là c'est pour s'exprimer devant tous les Français. Vous pouvez nous donner vos revendications ? Non. Voilà, donc moi vous choisissez les médias à qui vous vous adressez ? Je m'adresse à tous les médias qui garantissent une liberté d'expression et une pluralité. Alors moi je me mets à la place de ma consoeur parce que ça m'arrive, je vais le dire franchement, où on me dit non, je ne réponds pas à vos questions. Et les gens choisissent effectivement. Est-ce que Sophie Binet fait une erreur de communication de dire je choisis mes médias, Clément? Alors, il y a deux sujets, et c'est pour ça que j'ai rappelé la première partie. Elle ne fait pas d'erreur, je pense, de communication parce qu'elle imprime sa marque. Elle est dans une position où elle est en train de montrer qui elle est
à la CGT et elle dit voilà, je suis très ferme, notamment sur la réunion avec Elisabeth Borne. Elle a montré une forme d'intransigeance et là sur les médias, il y a une forme de consensus à gauche sur CNews. Et donc en interne, je dirais qu'elle ne fait pas d'erreur. En revanche, je ne partage pas l'idée que CNews ne serait pas un média, qu'on ne devrait pas parler, etc., etc. Mais elle a parfaitement le droit de dire je ne souhaite pas répondre à cette journaliste. Là où je dis juste, et c'était là mon propos, c'est que en tant que dirigeante de la CGT, elle imprime sa marque et elle montre qui elle est, quelle est sa position, et elle envoie un signal aux militants qui est voilà. Je suis comme ça et je vais procéder comme ça, de telle manière, dans les semaines et les mois à venir. Sur CNews et la CGT, rien de nouveau sur le soleil. Hein. C'est comme ça depuis des années. Et elle n'a fait que confirmer ce qui a été pratiqué depuis maintenant 5 ans. La CGT ne parle pas sur CNews et c'est comme ça. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de formations de gauche qui ne parlent pas sur CNews. Voilà. Et Europe Écologie Les Verts pour partie. Alors ça n'empêche pas Sandrine Rousseau d'y aller parce que c'est bien de faire du bruit. Mais ça, c'est. Et quant à l'Arcom, en effet, l'Arcom, pour l'instant, estime que CNews respecte les règles de parité, de temps de parole, sur en tout cas les prises de parole politiques, sinon il serait censuré. Bien sûr. Là où effectivement on peut débattre, et ça fera peut-être l'objet du débat lorsqu'il y aura le renouvellement de la licence de la chaîne dans 2 ans, c'est effectivement l'éditorialisation de la chaîne, parce qu'effectivement, dans le travail que fait l'Arcom, ils ne prennent pas en compte les interventions des éditorialistes. C'est peut-être ça qui pourra un jour faire peser la balance. Mais pour l'instant, il y a une égalité de temps de parole entre les différentes formations politiques, et je le redis, la CGT a toujours été conforme à sa position vis-à-vis de CNews. Alors, on va pas relancer parce que on va faire la pause de la nuit. Juste Clément, sur ce sujet, on n'a pas été... J'entends quand même beaucoup moins de commentaires et de petits papiers, par exemple, sur l'interdiction du Rassemblement national de quotidien de venir dans ces meetings. C'est à peu près la même chose. Eh bien, les personnalités politiques et les syndicats, à des moments, disent voilà, je ne parle pas à tel ou tel média, mais pour autant, CNews était à la manif, a pu couvrir normalement la manifestation et donner ce qui s'y est passé. Allez, on continue sur ce sujet et sur d'autres sujets, notamment avec la déclaration d'Elisabeth Borne. Visiblement, il y a de la friture entre Borne et Macron. Elisabeth Borne, la première ministre et chef de l'État. On va y revenir dans un instant sur Sud Radio. Ne bougez pas, il est 9h28. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Christine Bouillon. En compagnie de Jean-Luc Benamias, Baptiste Ménard, Clément Tougeron, Alexandre Malafaille. On referme le sujet Sophie Binet, nouvelle patronne de la CGT. Avec vous, Baptiste, on termine avec les manifestations d'hier, puisque ça va être le sujet qui va nous occuper dans un instant, avec ce qui s'est passé du côté de Foix en Ariège hier. Absolument, un coup de gueule contre les attaques dont a fait l'objet la députée socialiste Martine Froger, dont je suis très heureux qu'elle ait été élue dimanche dernier d'ailleurs. Au passage, voilà, la démocratie... La socialiste dissidente. Oui, qui est socialiste et qui porte nos valeurs. Et qui avait donc tout mon soutien. Voilà, je le dis très clairement. Voilà, la démocratie, c'est le dialogue, c'est le respect du contradictoire. Et ce à quoi nous avons assisté en Ariège depuis l'élection de Martine Froger n'est pas acceptable. En particulier, oui, elle a été traitée de collabo. Voilà. Non, mais, donc là, je pense que c'est des gens qui ont perdu le sens commun. Ce sont des comportements qui discréditent leurs auteurs. Et je pense surtout que ça devrait collectivement nous indigner, parce que si on commence à accepter cette haine, cette outrance, cette violence dans notre démocratie et dans notre République, alors je crois que nous allons vers de tristes événements. Et donc voilà, moi je souhaitais vraiment faire un coup de projecteur là-dessus pour dire combien nous ne pouvons pas accepter la violence dans notre démocratie. Et d'ailleurs, là j'évoque le cas de Martine Froger, mais vous avez vu les chiffres qui témoignent de cette violence à l'égard des élus de manière générale. Et là, dans le cas particulier, je pense que ça méritait un coup de gueule. Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur Jean-Luc, sur cette séquence, parce que avec ce ce qu'il vient de dire, vote en arrière. Après, il ne faut pas en faire non plus l'alpha et l'oméga, mais c'est vrai que... enfin, c'est quand même des gens de gauche qui s'en prennent à quelqu'un de gauche. Enfin... Oui, enfin, c'est quelques personnes de gauche, c'est inacceptable là aussi totalement. Cette dame a été élue, elle est de gauche, alors c'est pas forcément la même gauche que moi, mais à ce niveau-là, ça n'a pas d'importance. C'est totalement, elle va manifester puisqu'elle est contre la réforme des retraites et elle a raison de manifester. On n'a aucune raison de l'empêcher de manifester.
Allez, on va continuer de parler de ces manifestations d'hier, alors que des manifestations avec un chiffre qui est en baisse. C'était attendu, la 11e journée de mobilisation. Sans doute que les journées de grève commencent à peser lourd aussi dans les budgets des manifestants. Mais on va s'intéresser tout de suite, parce que le temps tourne, à la façon dont on va pouvoir sortir de cette séquence. Beaucoup dans les cortèges hier nous ont dit qu'ils attendaient maintenant la décision du Conseil constitutionnel la semaine prochaine, vendredi prochain. Quasiment à la même heure, on en parlera. Et puis, il y a aussi cette séquence qui nous est apparue cette nuit avec les déclarations d'Elisabeth Borne, la première ministre dans les colonnes du Monde, qui a dit qu'elle voulait une période de convalescence. Elle appelle à faire respecter une période de convalescence au pays et surtout à ne pas humilier les syndicats. Et Baptiste Ménard, on a donc la réaction du chef de l'État qui est dans l'avion ou qui rentre de Chine. C'est ça, et qui dit fermez le banc, c'est la ligne du président qui s'appliquera, et rien que cette ligne. Bon, les déclarations d'Elisabeth Borne... Est-ce que ces jours sont comptés? Elles sont bienvenues, mais elles arrivent très tardivement. J'ose espérer qu'elles ne sont pas liées à son destin politique qui, manifestement, dans les jours ou dans les heures à venir, risque de s'assombrir quand on connaît la personnalité d'Emmanuel Macron. Plus sérieusement, ça fait, je crois, maintenant près de 3 mois qu'il y a un mouvement social sans précédent, avec un front syndical uni, syndicats réformistes, syndicats plus protestataires. Et à cela, le gouvernement n'a répondu que par le mépris, que par l'indifférence et par le 49-3. Donc il y a une crise démocratique et une crise de la démocratie sociale majeure dont Elisabeth Borne semble prendre conscience seulement maintenant. Mais encore une fois, dans responsable politique, il y a responsable. Donc ils ont cette responsabilité que de trouver une issue à cette crise et de faire des propositions. Là, bien évidemment, maintenant, la logique, c'est d'attendre la décision du Conseil constitutionnel qui tombera donc vendredi prochain. Mais voilà, je pense que quand on a une mesure, une réforme qui fait l'objet d'autant de contestations, je crois que la sagesse par moment, c'est de savoir la retirer, et on ne perd rien à entendre le cri qui s'exprime démocratiquement dans la rue, et encore une fois, pour le coup, sans violence. Les syndicats ont été remarquables dans la séquence, et je crois qu'il faut le dire. Et donc, on ne peut pas répondre à ces syndicats par le mépris, par cette condescendance d'État. Et je pense qu'Emmanuel Macron, encore une fois, pour Jupiter, il est temps de descendre de l'Olympe. Le cap a été fixé par le président, donc répond l'Élysée à Elisabeth Borne ce matin. Est-ce que c'est pas une autre version de je décide, elle exécute, Alexandre? Je pense qu'il y a un enjeu de rapport de force, peut-être de tentative de rééquilibrage ou de préparation de sortie pour partir la tête haute. Mais en tout cas, Elisabeth Borne n'a pas envie d'être l'assistante du président de la République, et je pense qu'elle se rend compte que la méthode quand même n'a pas marché. C'est vrai que de dire j'ai été élu pour cette réforme des retraites en particulier, c'est pas vrai. Il a été élu parce qu'il y avait un second tour particulier entre Marine Le Pen et lui, et de fait, il peut pas prendre appui sur son score pour dire c'est mon projet, c'est mon programme, vous avez voté pour moi, donc vous aurez ça. D'autant plus que quand tout le monde se met contre lui, voilà. Et je pense qu'Elisabeth Borne, elle est aussi sensible à quand même ce qui se passe vraiment dans le pays. Il y a des offs avec les syndicats, il y a aussi des sondages. Il y en a un comme hier qui est extraordinaire, sondage de l'IFOP, qui dit que 89% des Français estiment que Emmanuel Macron n'est plus en mesure de créer l'union dans le pays. On n'est pas sur un score, non, mais ça veut dire que c'est transverse. Quand on dit 89%, ça veut dire que c'est vrai pour les membres de Renaissance, c'est vrai pour les gens de LR, c'est vrai pour les gens de l'extrême droite, de l'extrême gauche. Tout le monde pense la même chose. Donc on est arrivé à un stade, il y a un point de non-retour. Donc elle fait comment ? Elle dit, si on veut, il va falloir arrêter de brutaliser le pays. Donc c'est ce qu'elle passe comme message. Il faut une phase de convalescence, parce qu'elle se doute bien que le Conseil constitutionnel va peut-être pas tout censurer. Voilà, peut-être qu'elle se dit qu'il y aura une phase longue avec la possibilité de lancement d'un référendum d'initiative citoyenne qui risque de geler effectivement la mise en œuvre de la réforme. Mais en tout cas, si elle veut gouverner pour mener à bien quelques projets encore, il va falloir que le président la laisse un peu faire, et donc elle tente quelque chose. Ou, comme je le disais, elle prépare sa sortie. Jean-Luc, sur cette séquence entre alors on va pas dire passe d'armes, on n'en est pas là, mais simplement cette clarification, ou en tous les cas ce détachement que prend la Première ministre et la réponse immédiate de l'Élysée. Il y a une constance, c'est que la population française, c'est absolument historique, en très grande majorité, ne veut pas de cette réforme des retraites, ne veut pas de la retraite à 64 ans, avec des scores absolument exceptionnels. Évidemment qu'il y a une baisse de mobilisation, forcément au bout de 11 semaines, 12 semaines, totalement historique, j'ai jamais connu ça. Donc voilà, elle s'en rend compte. Après, vous avez vu la rencontre avec l'intersyndicale. Moi, je félicite aussi l'intersyndicale. C'est quand même remarquable d'avoir
comme l'a dit Baptiste, des syndicats dits réformistes et des syndicats un peu plus virulents, être d'accord de bout en bout, sans aucune défaillance, et qui arrivent à mobiliser. Mais à un moment donné, on ne peut pas mobiliser tout le temps. Le mouvement social permanent, ça n'existe pas. Les gens perdent des bases de salaire extrêmement importantes. Enfin, voilà, on en est là. C'est une crise de régime totale, parce que on peut rester sur uniquement les manifestations. Mais enfin, avoir un Parlement qui ne peut plus avoir de majorité, qui a des difficultés à voter chaque texte. Et ça se voit absolument tous les jours. Ça n'est pas possible. À un moment donné, la question se pose du retour aux élections. Alors, je vois bien qu'effectivement, c'est difficile pour Renaissance, ex-République En Marche, de repasser aux élections. Parce que c'est eux qui perdraient les députés. La NUPES en gagnerait pas beaucoup. Et qui gagnerait des députés? Tout le monde le voit, le Rassemblement national. Voilà. Cette crise de régime est totale. Moi, je le dis régulièrement sur cette antenne. La 5e République est en fin de vie. C'est long, une fin de vie, mais elle est en fin de vie. On n'est plus en capacité de répondre avec cette République, cette 5e République, à l'aspiration des gens à être reconnus dans leur vote. Et à ce niveau-là, il n'y a pas d'autre solution. À un moment donné, il faudra passer à la 6e. Clément, alors il y a plusieurs choses. Il y a beaucoup de choses. Mais déjà sur Je vois Alexandre sourire. On n'est pas sorti de l'auberge, comme dirait chez moi. Clément, déjà sur la séquence, Elisabeth Borne, l'Élysée qui répond dans l'heure ou dans les 2 heures qui viennent pour appeler qui commande dans le navire. J'ai pas vu la réponse de l'Élysée. Je crois qu'elle vient de sortir. C'est l'Élysée qui dit le cap est fixé par le président. Voilà. Et je crois que, j'ai vu en revanche un conseiller avait dit la rupture est déjà entamée entre le président et la première ministre. La première ministre, je crois, a eu des mots pertinents et je crois une position extrêmement intéressante sur l'apaisement, parce qu'il est nécessaire, et le souhait d'un dialogue. Je crois que Elisabeth Borne a quand même eu un ensemble de réformes avant d'être première ministre pendant 5 ans qui ont été appliquées, mises en œuvre, et avec un dialogue social important à chaque fois. Alors je ne dis pas que ce sont des bonnes ou des mauvaises réformes. Je ne suis pas en train de qualifier ces réformes-là. Je dis juste la méthode d'Elisabeth Borne pendant les 5 précédentes années a été différente. Et donc je crois que là c'est une position d'Elisabeth Borne qui lui est, je veux dire, coutumière. Mais en revanche, le président, en effet, dans une situation où, ce que vous avez rappelé tout à l'heure, a dit « cette réforme est essentielle, j'ai été élu pour ça, nous devons aller jusqu'au bout ». Il a toujours imprimé cette marque de dire « nous ne pouvons pas faire autrement, nous devons aller jusqu'au bout », etc. Et il continue à s'ancrer dans cette ligne, et donc il est dans l'obligation presque aujourd'hui de la tenir et d'y aller finalement coûte que coûte. Après, est-ce que c'est la meilleure des stratégies vu la situation dans le pays et ce qu'a rappelé Jean-Luc Benamias, en effet, sur la crise démocratique que nous sommes en train de traverser, ça, rien n'est moins sûr. Oui, parce que qui aurait... alors, on sent qu'Elisabeth Borne, Alexandre, ces jours sont sans doute comptés. C'est peut-être une des solutions en attendant, parce que tout le monde se focalise sur vendredi prochain. Hein. C'est un peu le qui tout double de la situation aujourd'hui. Mais est-ce qu'au lendemain, on ne sera pas finalement dans la même situation, quoi qu'il arrive ? Si le Conseil constitutionnel ne valide la réforme ou la valide pour l'essentiel et qui retoque simplement 1 ou 2 cavaliers budgétaires, c'est sûr qu'on aura une situation qui restera figée entre les partis. Et la question, c'est que vont faire les partenaires sociaux. Ça va vraiment être un point très important. Je parlais après tout à l'heure du référendum des initiatives citoyennes qui peut être lancé et qui, je pense, a une vraie chance de pouvoir aller au bout du processus, parce que obtenir 4 millions de personnes en France ou 4,7 millions, c'est-à-dire 10% du corps électoral qui vote, qui signe une pétition, même si le processus est un peu complexe. C'est pas une pétition, hein. Il faut des papiers, il faut la carte d'électeur. Je suis d'accord. Non, mais ça a déjà été mené une première fois, rappelle-toi, pour Aéroport de Paris. Où il y a eu quand même plus d'un million de signatures. Donc les Français rentreront dans le process. Ça, j'ai pas vu la mobilisation. Les gens rentreront dans le process. Je pense que ça a une vraie chance d'aller à son terme, parce que c'est complexe. Enfin, c'est pas plus compliqué que déclarer ses impôts. Hein. Et les Français déclarent comme leurs impôts sur Internet. Et ils vont chercher parfois plus facile que les papiers d'identité. En tout cas. En tout cas, ça c'est sûr. Après, il y aurait une stratégie intéressante pour les syndicats. C'est pas évident que la CFDT la pratique, mais ce serait la politique de la chaise vide. C'est-à-dire de dire, écoutez, on
parlera avec le patronat, parce que ça, on peut parler avec le patronat, mais par contre, on n'aura plus de rencontres avec le gouvernement tant qu'ils ne retireront pas leur recette, leur réforme. Voilà. Et donc, chaise vide, vous voulez nous convoquer pour parler de ça et de ça? Non, non. Nous, on attend que vous ayez fait un pas de côté sur ce sujet, parce que pour l'instant, vous avez mal posé le problème. On n'est pas contre une réforme des retraites. Enfin, disons que la CFDT n'est pas contre, et FO, je pense pas non plus. La CGT, c'est un peu différent. Là, il peut y avoir une désolidarisation, une désunion. Non, mais c'est les 64 ans. Mais c'est exactement ça. Voilà. Tant que vous ne faites pas le pas de côté qu'on vous demande de faire, voilà, nous, c'est chaise vide, ça peut durer 6 mois, ça peut durer 1 an. Ça, ce serait pour le coup historique. Parce que ce matin, en écoutant ici et là les leaders syndicaux, plusieurs ont dit, quel que soit le résultat, enfin, au lendemain de la décision du Conseil constitutionnel, on n'abandonne pas l'idée que les 64 ans, c'est pas du tout accepté ou acceptable pour eux. Donc le combat continue. Donc le point des 64 ans, il est la rupture d'égalité absolue entre 2 catégories de Français, c'est tout. Après, parce qu'à un moment donné, vous avez une partie des Français qui vont devoir effectivement travailler 44 ans à cause de ces fameux 64 ans, et d'autres qui n'auront que 43 ans. Voilà. Et ça, c'est vraiment le vrai problème. Que d'ailleurs, le Conseil constitutionnel, si on raisonnait en droit pur, devrait effectivement censurer. Allez, on s'arrête un court instant sur Sud Radio. Mettons-nous d'accord. On va essayer. Il nous reste un quart d'heure et on se retrouve juste après ça. Tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Christine Bouillot. Et on va voir si Elisabeth Borne, ça discute beaucoup, et Emmanuel Macron sont d'accord sur la méthode. Après les petites phrases avec Jean-Luc Benamias, Baptiste Ménard, Clément Tougeron, Alexandre Malafaille, on parlait donc de la façon dont Elisabeth Borne finalement s'adresse à son chef, à son boss, en lui disant on peut pas humilier comme ça les syndicats et il faut observer une période de convalescence. Si on comprend bien, elle dit il faut faire une pause dans la réforme. Moi c'est comme ça que je le vois, Clément. Je sais pas si elle dit il faut faire une pause dans la réforme. En tout cas, c'est pas ce mot, sinon elle les aurait dit. Une période de convalescence, c'est une période, je pense, de reprise différente du dialogue. Mais ça vise directement la méthode de son du président. Oui, bien sûr. Non, mais là-dessus, je suis d'accord avec vous. Elle met en cause à un certain moment la méthode qui est employée et est-ce qu'il faut la poursuivre jusqu'au bout. Après, elle n'a pas dit il faut mettre en pause, puisque sur tous les plateaux et sur tous les échanges, tous les interviews qu'elle a eu, ça a été il faut aller jusqu'au bout. En tout cas, elle va pas et il faut l'appliquer au 1er septembre. Donc, elle dit simplement, je pense, il faut inventer un nouveau dialogue social et échanger d'une manière différente avec les syndicats et peut-être trouver une porte de sortie. Mais en revanche, pour elle, la porte de sortie, c'est certainement pas de retirer la réforme. Baptiste, vous n'étiez pas d'accord avec Clément tout à l'heure pendant la pause. On n'est pas d'accord sur le dialogue social d'Elisabeth Borne. C'est ça, mais par contre, là je souscris à ce que tu as dit. Effectivement, je pense qu'elle veut, entre guillemets, trouver une sortie par le haut, parce qu'effectivement, la question qui est quand même posée, et c'est là où je trouve qu'elle a quand même la bonne analyse, c'est maintenant qu'est-ce qu'on fait? Quoi qu'il arrive le 14, soit le Conseil constitutionnel valide l'ensemble, qu'est-ce qu'on fait? Soit il censure une partie, mais qu'est-ce qu'on fait? Et là-dessus, le président, à part dire oui, il faut aller jusqu'au bout, d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait après? Et là-dessus, je pense qu'elle a raison. Après, le problème, c'est, je pense que les mots qu'elle a utilisés, et que d'ailleurs Laurent Berger a saisi tout de suite ce matin en disant que voilà, il appréciait cette démarche et tout, c'est une manière d'essayer d'amener à une discussion, d'essayer d'amener à une porte de sortie, mais le problème, c'est la raideur à laquelle elle fait face par rapport au président de la République, parce que à un moment donné, c'est quand même lui qui a le premier mot et c'est lui qui a le dernier mot. Et là, effectivement, je vois pas trop où il veut nous emmener. Ouais. Jean-Luc, sur la façon dont finalement Elisabeth va passer le message au chef de l'État, est-ce qu'elle est dans son rôle finalement d'essayer de trouver une forme d'apaisement de son côté, puisque c'est elle qui était en première ligne quand même dans les négociations? D'abord, le terme de négociation est impropre. Pardon, Christine. Oui, il n'y a jamais eu de négociation. Oui. Il y a eu des rencontres. Négociation, jamais, puisque jamais, à l'appel de l'intersyndicale, quand même absolument historique, ces 8 syndicats qui sont très très différents. On parle beaucoup de la CFDT, c'est normal, ils sont en tête. Mais enfin, la CGC, c'est les cadres, ça pèse lourd. La CFDT, c'est dans une partie de la population, ça pèse aussi. Ce sont d'autres syndicats réformistes, dits réformistes. À ce niveau-là, il n'y a jamais eu de négociation réelle. Elisabeth Borne n'est pas dupe par rapport à ça. Elle le sait. Elle sait qu'à un moment donné, alors ils ont cru à un moment donné que peut-être Laurent Berger, les syndicats dits réformistes allaient craquer. Ils ne craquent pas, ils ne craqueront pas. Parce que si un syndicat sort de l'intersyndicale, vu la population en général et la grande majorité de la population, ils ne peuvent plus sortir de cette intersyndicale. Donc la seule porte de sortie, moi c'est ce que je vois avec Elisabeth Borne, c'est qu'elle essaye de sortir par le haut avant d'être sortie du gouvernement et sortie de son cadre de Premier ministre. Je ne vois pas autre chose. C'est-à-dire qu'elle essaye
de retrouver un cadre pour sa future vie politique et de se dire, voilà, j'ai fini mon parcours. Bon, après, j'ai un président qui est au-dessus et qui n'écoute rien et qui n'entend rien, qui continue à penser qu'il a été élu uniquement par rapport à cela, alors qu'il avait dit autre chose le soir même des élections au second tour. Il a dit lui-même, je sais que je n'ai pas été élu sur l'ensemble de mon programme. J'ai été élu parce qu'en face de moi, il y avait Marine Le Pen et l'extrême droite. Donc voilà, Elisabeth Borne a fait ce qu'elle peut maintenant. De toute façon, sa durée de vie est limitée et ce gouvernement, sa durée de vie est limitée. Alexandre. Je pense en plus, qu'elle est quand même très embêtée, Elisabeth Borne, parce que bon, elle a quand même, il faut lui reconnaître ça, porté le projet et assumé à peu près tous les coups qu'il y avait à prendre. C'était pas drôle, hein, la séquence quand même. Je passe quoi qu'il en coûte, si je peux dire en force sur ce projet de réforme. Je lâche rien parce que le président veut qu'on lâche rien. Il faut assumer. C'est bon soldat, quoi. Et elle avait demandé le recul d'ailleurs, parce que Emmanuel Macron voulait le faire passer dès l'automne. Hein. Elle avait demandé des mois supplémentaires. Voilà. Bon, alors par contre, je partage ce que dit Jean-Luc. C'était beaucoup plus les réunions à Matignon, c'était beaucoup plus des réunions d'information que des réunions de débat et de dialogue. Ça, c'est clair. Et ça c'est attesté par tous les syndicats. Et je pense qu'à un moment donné, quand tout le monde dit la même chose, c'est que ça doit pas être totalement faux, même si chacun est dans son rôle. Mais je pense qu'elle est très embêtée parce qu'on voit bien qu'il y a une espèce de forme de caprice élyséen ou jupitérien qui ne veut pas lâcher quoi qu'il en coûte parce que c'est comme ça, parce qu'il a raison. Même si tout le monde a tort, lui il pense qu'il a raison. Et même si toute la France est contre lui, c'est pas grave. Il a raison parce qu'il est plus intelligent. Et je pense qu'elle est embêtée, et elle est d'autant plus embêtée qu'il a remis une couche d'huile sur le feu. C'est-à-dire qu'il y a quand même 2 jours, il recadre très sévèrement Laurent Berger, en expliquant qu'il est un président élu, que lui il a la légitimité, et qu'en plus la CFDT n'a fait aucune proposition. C'est quand même une insulte pour Laurent Berger. Ils n'ont pas cessé de mettre des trucs sur la table. Donc je veux dire, je crois que cette goutte d'huile de plus sur le feu, je pense que c'est peut-être aussi ce qui provoque la réaction d'Elisabeth Borne, qui dit bon, moi je sais plus faire là. À un moment donné, vous êtes gentil, mais je peux pas me retrouver à devoir mettre en œuvre un truc que je ne comprends plus, que je ne comprends pas. Et ce qu'elle dit quand même dans l'interview qu'elle accorde, c'est dit, il y a un problème de cap. Enfin, il faut pas quand même, c'est vertigineux qu'elle ose dire ça, parce que le cap, il pense qu'il l'a fixé quand il a parlé sur TF1 et la 2 lors de son interview, il y a 15 jours à l'heure du déjeuner, et depuis la Chine, il renvoie que le cap, c'est lui qui l'a fixé. Donc je veux dire, il y a vraiment un hiatus majeur. Il marche plus sur le même rythme, pas la même fréquence, tous les deux. Bon, le 14, donc vendredi prochain, dans 7 jours, tout change et rien ne change a priori. Ouais. Honnêtement, je trouve qu'il est extrêmement difficile de présumer de ce que va faire le Conseil constitutionnel, à moins d'être un constitutionnaliste et d'être très bon en droit, parce que honnêtement, je n'en ai pas les capacités, et donc voilà. Attendons la décision du Conseil constitutionnel. Moi, la seule chose qui m'importe, enfin qui m'étonne, et je pense que là-dessus, ça peut être difficile. On parlait de crise démocratique. Je pense que quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel, censure tout ou partie ou rien du tout, il y aura une forme de discrédit qui sera porté sur la décision du Conseil constitutionnel en disant oui, mais ils sont nommés, je sais pas quoi. Non, à un moment, le Conseil constitutionnel, non pas les personnes qui y sont, ce sont 9 membres, ils n'ont pas d'intérêt. C'est une institution. Absolument. Je pense qu'il ne faut pas remettre en cause cette institution, et je pense qu'on va entendre de plus en plus dans les jours et les heures à venir une remise en cause de cette institution, peu importe sa décision, qui dira oui, mais la décision est biaisée, et ça, je trouve ça très grave. Ce serait même très dangereux. Ils peuvent pas répondre physiquement à part le ce serait même très dangereux, et c'est pour ça qu'il appartient aux responsables politiques et au gouvernement de trouver une issue politique, parce que le Conseil constitutionnel, on peut regretter sa décision, mais on ne peut pas la contester. Et moi, je préviens, là, effectivement, je fais un point d'alerte, parce qu'il y avait déjà eu un peu cette idée de dire, mais les commissions mixtes paritaires, c'est pas démocratique, etc. Moi, je refuse, je suis contre la réforme des retraites, je suis contre les mesures qu'elle comporte, mais je suis contre le fait que l'on s'attaque aux institutions et qu'on les remette en cause dès lors que le risque, la décision ne nous convient pas. Moi, je suis totalement d'accord avec vous, mais le problème, c'est pas qu'on soit sur cette position ou pas. Le problème, c'est ce que ressentent les Français et ce que ça projette sur eux en termes de messages et la réaction en retour qu'ils vont avoir. Jean-Luc disait que le système de la 5e est à bout de souffle, et qu'il faut changer le modèle de gouvernance de l'appareil d'État, enfin l'appareil
institutionnel. Moi, je suis de toute façon d'accord depuis très longtemps. Je ne sais pas si c'est une 6e au sens où on n'élit plus le président au suffrage universel, mais il y a un problème de pouvoir, d'équilibre du pouvoir, d'exercice du pouvoir, de méthode de fonctionnement. Il y a un problème démocratique. Ouais. Tout ça, ça fait de nombreuses années qu'il aurait fallu le poser sur la table. Et c'est vrai que dans la décision du Conseil constitutionnel, si effectivement la décision n'est pas du tout en phase avec ce que ressent le pays profond en termes d'injustice, ça participera à l'envie de remise en cause et de remise à plat ou de renversement de la table, portée par de plus en plus de citoyens qui disent mais on n'a plus confiance en personne, même les juges suprêmes ne sont pas crédibles parce que finalement ils sont nommés par les mêmes et c'est un pouvoir de copains qui est au service des copains et c'est une espèce de caste et ça c'est mortifère comme sentiment hein. Et là c'est plus fort que tout. Mais le droit mais les Français se poseront plus de questions de droit. Ce genre de discours qu'on se dit ça. Ah oui, attendez, Jean-Luc, pour terminer, reste 20 secondes. Jean-Luc. Ça n'est pas le Conseil constitutionnel qui est responsable de la crise. Bah oui. Voilà. Donc, mais c'est la petite musique qu'il va y avoir derrière. Enfin, ah oui, c'est l'exploitation de tout ça. Il faut un débouché politique. Il appartient au gouvernement de le construire. Elisabeth Borne fait des propositions maintenant, puisque le président dit que le cap est clair, qu'il donne et qu'il propose une sortie de crise, parce que rien ne serait pire qu'effectivement ce sentiment qui est celui que l'on ressent quand on manifeste, et comme je l'ai fait les 11 fois. Allez, on s'arrête là. Merci à tous les quatre, Jean-Luc Benamias, Baptiste Ménard, Clément Tougeron, Alexandre Malafaille. On a réussi à peine à se mettre d'accord. Nous aussi, une ou deux fois dans cette émission, on n'a pas pu parler des Verts et des jets privés. Sur les jets, c'était rigolo. Hein. Oui, les jets privés. On avait des choses à dire là. Ouais, allez, on revient la semaine prochaine. De toute façon, on est là lundi dans un instant. Juste après l'info de 10h, vous retrouvez Valérie Expert avec Gilles Gansman pour les médias sur Sud Radio. Et moi, je vous dis à lundi.